succinctement. L'orpaillage clandestin affecte énormément nos ressources en eau, notamment les lacs, lagunes et consorts. Il faudrait qu'on puisse s'y pencher réellement. Et moi, j'y pensais et je disais, mais est-ce que... Parce que j'ai vu sur Internet qu'il y avait des solutions pour trier parce que les orpailleurs, ils vont chercher, ils prennent de la boue et ils vont nettoyer cette boue-là dans la lagune. Oui. Mais il y a une solution qui a été inventée par des Asiatiques ou par certains autres peuples qui te permet de pouvoir nettoyer cette boue-là, sans avoir accès à la lagune, sans nécessité d'utiliser la lagune. Vu que les orpailleurs existent et qu'on n'arrive pas à les maîtriser, soit on leur donne des outils nécessaires pour nous éviter de pouvoir avoir cette lagune qui est polluée. Vous voyez nos lagunes, comment elles sont changer infectées. De couleur, totalement changer. Alors que nous consommons l'eau potable que nous buvons provient de la lagune. C'est de l'eau de lagune que nous buvons, c'est de l'eau de lagune qui est traitée et qui ensuite revient dans nos différents verres. Tout à fait. C'est ça qu'on prend pour se laver, on boit, on se nourrit avec. Donc, il faut des solutions assez strictes. Il faudrait que, soit, si on veut aller sur la répression, on renforce la répression de sorte à ce qu'on n'ait plus d'orpailleurs. Mais je ne crois pas que ça, en tout cas, puisse exister. À court terme, on puisse atteindre ces objectifs-là, à moins que le gouvernement s'y penche réellement. Et si on n'arrive pas à mettre fin à ces pratiques, donnons-leur des solutions plus durables. Parce qu'après, je pense qu'il y a des familles qui en vivent. Effectivement. Et il faut qu'on ait des solutions durables pour éviter qu'il y ait toutes nos ressources en eau qui soient détruites. En ce qui concerne le remblayage... de la lagune. Clandestin. Clandestin surtout, oui. Il y a... Ça affecte énormément notre biodiversité, comme je le disais là. J'ai discuté avec des pêcheurs qui nous disaient, vous savez, monsieur, avant, quand on mettait nos déchets, nos filets, dans la lagune, on ressortait avec des poissons et tout Facilement. ça. Maintenant, on ne ressort plus avec des poissons. Il y a des coins où, il y a des endroits spécifiquement où les poissons allaient se reproduire. Ces endroits-là ont été remblayés. Ça fait qu'on n'a plus de poissons. Ces endroits ont été détruits. On n'a plus de poissons. Aujourd'hui, on en parle, on s'est dit, ceux-là, ils font comme, c'est à faire des blancs et qu'on sort. Mais à un moment, quand vous regardez un peu sur notre marché même, il y a une raréfaction de certaines ressources. Une raréfaction de certains produits. Donc, ça impacte qui? Le consommateur final. Qu'est-ce qui adviendra dans 10 ans, dans 5 ans, si nous continuons dans cette lancée-là? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse, il faut qu'on change. Parce que tu peux avoir 10 milliards de francs CFA. Donc, on va dire, tu as de l'argent, tu es milliardaire, tu as assez de ressources pour pouvoir t'acheter ce que tu veux. Mais prenons cette image. Je suis un milliardaire et je me retrouve dans le désert. J'ai 10 milliards sur moi et je suis déshydraté. J'ai besoin d'eau. Je tourne de part et d'autre et je me rends compte qu'il n'y a aucune eau. Les 10 milliards me serviront à quoi? À rien. Par contre, là, s'il y a quelqu'un qui a une seule bouteille d'eau et qui te demande en échange tes 10 milliards, tu seras prêt à faire cet échange-là pour sauvegarder ta vie. C'est clair. Mais c'est cette image que nous devons garder à l'esprit quand nous prenons nos engagements, lorsque nous agissons. On peut avoir de l'argent, mais sur une planète détruite, cet argent ne servira à rien. Et si vous étiez un décideur, quel problème environnemental régleriez-vous en priorité? En tout cas, si je suis un décideur, ou quand je deviendrai décideur, ou si je vois un décideur là, je vais parler de tous les problèmes. Mais spécifiquement, vu que là, je m'attaque particulièrement à la pollution plastique, je vais parler de la pollution plastique en premier. Je vais lui demander déjà, par rapport à notre plaidoyer, qu'on puisse mettre en œuvre la vidéo-verbalisation contre le jet des déchets à partir des véhicules et ensuite sanctionner ou en tout cas
aller vers des solutions sur les autres problématiques comme l'orpaillage clandestin, donc la gestion efficace des eaux pour éviter les questions de pollution et de déversement. Vous savez, c'est même pas que ça, hein, l'orpaillage clandestin. Là. Il y a aujourd'hui, la lagune, il y a des déversements de produits illicites dans la lagune qui créent une forte mortalité de poissons. Il y a beaucoup de problèmes environnementaux. Donc, on doit traiter tout en même temps. Non, en tant que décideur même, là, tu te dis, comme il y a plusieurs spécialistes qui traitent toutes les questions, vous devez tout traiter en même temps. Voilà. Que ce soit la pollution de l'air, la pollution des eaux, la pollution du sol, toutes ces questions doivent être traitées. J'aimerais maintenant qu'on s'arrête sur votre vision de l'avenir. Comment imaginez-vous la Côte d'Ivoire écologique de demain? En tout cas, ma perception pour la Côte d'Ivoire, elle est plutôt bonne. Mais elle nécessite une action concrète de nos décideurs, de notre gouvernement, de nos pouvoirs publics. La Côte d'Ivoire a un très grand potentiel. On a une jeunesse qui est dynamique, une jeunesse qui a la capacité de changer les choses si elle est accompagnée. La Côte d'Ivoire peut être, à l'instar du Rwanda, par exemple, l'un des pays les plus propres d'Afrique, l'un des pays les plus durables comme le Kenya, avec beaucoup d'investissements dans le verre, donc dans la forêt, et dans les arbres, dans le reboisement et tout ça. Mais il faut que nous puissions nous engager réellement. Il faut que le gouvernement puisse faire des actions. Le gouvernement fait déjà des actions concrètes. Je ne suis pas en train de juger le gouvernement, mais il faut que le gouvernement aille encore plus et que le gouvernement ait confiance à nous en tant que jeunes, nous accompagne aussi sur les actions que nous menons afin de pouvoir vraiment avoir des résultats assez probants. Et pour arriver à cette Côte d'Ivoire écologique, quels conseils donneriez-vous à tous ces jeunes, ceux et celles qui veulent s'engager comme vous, mais ne savent pas par où commencer? Déjà, même avant de donner ce conseil aux jeunes, vous voyez les promotions immobilières. Là. Quand on fait des promotions immobilières aujourd'hui, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'espace vert. Ou les espaces verts, là, les gens utilisent ça à d'autres fins. Effectivement. Franchement, tu peux être dans ton appartement et puis tu meurs de chaleur parce qu'il fait énormément chaud. Pensons avec beaucoup de durabilité nos différents projets. Là, j'ai pris l'exemple des promotions immobilières, mais tous les projets doivent être pensés durablement. Et pour nous, en tant qu'individus, évitons par exemple de jeter nos déchets par terre. Ça, vraiment, c'est la chose la plus basique qu'on vous demande. Quoi. Les déchets, là, on n'a qu'à garder nos déchets, les mettre à la poubelle. Sans cela qu'il y aura du changement. On s'est dit non, que c'est parce qu'on est en Afrique. C'est pas... Être africain, c'est une bénédiction. C'est pas le fait d'être... Tu vas pas venir dire non, tu es en Afrique et puis... On est en Afrique et puis quoi? Moi, je suis parti par exemple au Kenya. J'ai vu un peu Nairobi. Nairobi est une ville super propre. J'ai vu l'Éthiopie. Attends, j'ai dit, mais c'est pas même Afrique là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que... Et moi, je me rappelle que quand je sillonnais dans les villes de Nairobi, là, il n'y avait pratiquement pas de gens. Parfois même chez nous, on dit qu'il n'y a pas de poubelle. Mais il n'y avait pratiquement pas de poubelle dans les rues. Mais tu ne vois pas de déchets. Donc, c'est une question de prise de conscience. C'est notre pays. Toujours, on est là fier d'être Ivoirien. Ivoirien, c'est ci, Ivoirien, c'est là. Mais tu es fier d'être Ivoirien et puis, bon, tu sors, voilà, tu finis, ton caniveau même est infesté de déchets plastiques. Ça, c'est un problème. Tu n'es pas fier d'être Ivoirien. Et quand tu es fier d'être Ivoirien, là, tu prends soin de ton pays. Chez nous, à la maison, nos maisons sont bien rangées. Quand tu es un visiteur, tu es fier. Donc, si nous prenons soin de nos maisons, ça veut dire qu'on peut prendre soin de notre pays. C'est un seul geste que nous vous demandons déjà. Le reste, là, ça viendra. Prenez le soin de jeter vos déchets dans la poubelle et de ne plus jeter vos déchets par terre. Vous allez voir le changement que vous allez créer dans notre pays. Et au-delà des actions que vous menez, il y a ce que la nature elle-même nous enseigne. Quelle est la plus grande leçon qu'elle vous ait apprise durant votre parcours? Déjà, je pense que quand tu donnes à la nature te redonne. Lorsqu'on menait le projet Blue Sea avec les pêcheurs, on a nettoyé, donc dépollué une partie de la lagune avec l'implication des pêcheurs et tout ça. Et vous savez quoi? Il y avait ce littoral lagunaire là, qui était rempli de déchets plastiques, donc de décharges et tout ça. D'accord. Quelque temps après,
on voyait des poissons qui revenaient à l'endroit que nous avons dépollué. Après le nettoyage. Vous voyez, ils ont besoin de leur environnement. Effectivement. C'est à nous, ça ne nous coûte rien. Par contre, quand nous ne préservons pas l'environnement, nous nous attaquons à nous-mêmes. Les poissons, là, ils vont aller dans un environnement qui sont pollués. On mange toujours poisson. Ça, là, on mange poisson ici. APF, on est dedans. Poisson braisé, on est dedans. Garba, on n'en parle pas. Les fruits de mer, crevettes, tout ça, là, ça vient de la lagune et autres. Donc, si c'est pollué, si c'est pas préservé, bon, on est malade. C'est ces déchets-là qui reviennent dans nos assiettes. Tout à fait. Et finalement, on tombe malade. Ah, on dit, il est jeune, il a eu le cancer du sein. Elle est jeune, elle a eu ceci et cela. Voilà. Nous sommes au terme de notre échange. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une action écologique simple que chacun de nous peut poser dès aujourd'hui? D'accord. Simplement, pour ne pas vous fatiguer. Déjà, moi, j'insiste sur ça. Quand tu as un déchet, là, soit tu le gardes dans ta poche, soit tu le jettes à la poubelle. Mais il ne faut pas jeter par terre, quoi. Tu peux dire, OK, il n'y a pas de poubelle et autres à proximité. Peut-être qu'il n'y a pas de poubelle publique, genre les poubelles, les bacs à poubelle sur lesquels c'est marqué mairie de Cocody ou Anaged. Mais il y a des poubelles privées. Tu rentres dans une boutique là, ou bien en face des boutiques généralement, ou en face des magasins. Vous verrez que les gens, ils ont des poubelles. Donc, je peux mettre à l'intérieur, ça ne coûte rien. Changeons notre mentalité. Changeons notre perception de la préservation de l'environnement. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir changer notre pays. Notre pays, il est assez beau. On veut pouvoir promouvoir le tourisme local. Mais on promouvoir le tourisme comment? Si c'est bizarre. Donc, voilà, menons notre action tranquillement. Les déchets à la poubelle et aussi des actions beaucoup plus strictes de la part du pouvoir public. Merci Jésus Aka d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé avec nous votre expérience. Merci. Merci beaucoup. Le parcours de Jésus Aka nous rappelle une chose essentielle. On ne naît pas acteur engagé. On le devient soit par un déclic, par choix ou par prise de conscience. Son histoire nous montre que chacun à son niveau peut poser des actions concrètes en faveur de la protection de l'environnement. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Green Stories.